Aussi loin que je me souvienne, Eddie m'avait toujours attiré par sa présence physique. Cela remontait à la 3e année, lorsqu'elle avait dépassé le stade des jeux de docteur et que son corps avait commencé à se développer. Elle avait commencé à porter des jupes courtes, des pulls moulants, des chemisiers décolletés, et tout ce qui pouvait attirer l'attention d'un garçon. Adolescente, elle sortait fréquemment, et beaucoup de ses relations impliquaient des moments intenses. Cependant, elle s'arrêtait invariablement avant que les choses n'aillent trop loin, renvoyant ses admirateurs chez eux dans un état d'agitation. On aurait pu penser qu'une telle réputation dissuaderait les garçons de l'approcher, mais il y avait chez Eddie un attrait indéniable qui les ramenait sans cesse vers elle. Pendant notre dernière année de lycée, une des amies de Eddie informa son frère que Eddie avait l'intention de perdre sa virginité le soir du bal de promo. Les rumeurs circulèrent rapidement, et une compétition s'ensuivit pour déterminer qui serait son cavalier. La longue liste de prétendants comprenait presque tous les garçons les plus populaires de l'école, aux grandes dames de leurs petites amies respectives. Pour ma part, j'observais depuis la touche, curieux de voir qui elle choisirait. Pourquoi me contentais-je de regarder au lieu de me battre pour cette opportunité? J'étais simplement l'un des nombreux individus insignifiants qui se fondaient dans le décor scolaire. J'étais un élève moyen, pas suffisamment doué pour exceller dans les sports que je pratiquais, et je ne participais à aucun club ni activité extrascolaire. J'étais celui que tout le monde reconnaissait et saluait, mais dont le nom restait insaisissable. De plus, j'avais une assez faible estime de moi et je ne pouvais pas imaginer comment je pourrais rivaliser avec tous ces garçons populaires. À 2 semaines du bal de promo, Eddie n'avait toujours pas pris sa décision. J'étais assis sur les marches de l'école pendant la pause déjeuner quand Eddie s'approcha et s'assit à côté de moi. « Salut. »« Salut. Comment vas-tu? Tu vas au bal? »« Probablement. »« Avec qui tu y vas? »« Je ne sais pas. Je n'ai encore invité personne. »« Ça veut dire que j'ai peut-être une chance? »« Quoi? Ça veut dire que j'ai une chance que tu m'invites? » Je me tournai et la regardai. Eddie m'invitait carrément à être son cavalier pour le bal de promo. Et si les rumeurs étaient exactes, elle m'offrait également la possibilité d'être celui qui prendrait sa virginité. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Finalement, je parvins à me ressaisir et à répondre « Tu aimerais aller au bal avec moi? » Je ne pensais pas que tu poserais la question un jour. Oui, j'aimerais bien. Soudain, j'étais le garçon le plus courtisé de l'école. Les filles me dévisageaient et chuchotaient entre elles, tandis que les garçons me regardaient avec des expressions qui semblaient demander « Qu'est-ce qu'il a de si spécial, lui ?» Le soir du bal arriva, et tout se déroula à merveille jusqu'à ce que je tente de faire des avances à Eddie. Nous nous embrassions avec une passion considérable. J'ai détaché son soutien-gorge et posé mes mains sur ses seins, et elle n'a offert aucune résistance. J'ai ouvert ma braguette et tenté de guider la main de Eddie vers le bas, mais elle m'a repoussé. « Je suis désolé, Brian. Je sais ce que tu attendais, mais ça n'arrivera pas. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur, mais c'est faux. Je ne perdrai pas ma virginité avant de me marier, et je ne me marierai pas avant d'avoir fini mes études supérieures. Je t'ai choisi comme cavalier parce que je sais que tu es un bon gars, et je pensais que tu accepterais un non sans paniquer. Dire que j'étais dévasté serait un euphémisme. Je m'étais cru auparavant quelqu'un de spécial, mais la réalité était qu'elle m'avait choisi parce que j'étais une personne fiable et agréable, quelqu'un sur qui elle pouvait compter pour accepter le rejet et passer à autre chose discrètement. Je me suis senti quelque peu exploité par Eddie, et ma réaction a été loin d'être courtoise. Par la suite, lorsque des connaissances me demandaient comment s'était passée mon expérience avec Eddie, je me contentais de sourire et de répondre « Messieurs, nous ne parlons pas de ces choses-là. » Tous ceux qui me parlaient avaient l'impression que, bien que je n'ai jamais rien affirmé explicitement, j'avais passé un moment mémorable. Les rumeurs finirent par atteindre Eddie, et elle informa plusieurs de ses amis que c'était un pur mensonge. Quand j'ai découvert qu'elle niait tout, je me suis contenté de sourire et de répondre « Un gentleman ne traite jamais une dame de menteuse. » Plus Eddie insistait sur son innocence et niait que quoi que ce soit se soit passé, plus je me contentais de sourire et d'hausser les épaules. Si une dame dit que ce n'est pas arrivé, disais-je, alors c'est la vérité. Eddie ne mentirait pas, n'est-ce pas? Cet incident piqua l'intérêt d'autres filles de l'école, et au moment où j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai jamais manqué de rendez-vous le week-end avant de partir pour l'université. J'ai accumulé une liste de conquêtes plutôt impressionnante. Eddie et moi avons fréquenté des universités différentes, et je ne l'ai pas revu avant d'obtenir ma licence en gestion d'entreprise. Nous nous sommes croisés par hasard alors que nous cherchions un emploi dans la même région.
Nous avons déjeuné ensemble à plusieurs reprises. Quelque chose s'est produit entre nous, et nous avons commencé à sortir ensemble. Eddie continuait de me taquiner. Quand elle a décroché un emploi, elle s'habillait d'une manière qui attirait l'attention au bureau. Chaque fois que nous sortions, elle portait des tenues provocantes et m'embrassait passionnément. Pourtant, chaque fois que je tentais de faire progresser les choses, elle me repoussait. Tu connais la règle, Brian. Rien avant le mariage. Finalement, j'ai décidé de la demander en mariage. Elle a accepté, et nous nous sommes mariés. Eddie était, en fait, vierge lorsque nous nous sommes unis, et lors de notre nuit de noces, elle a enfin partagé mon lit. Mais elle était déterminée à rattraper le temps perdu. Eddie désirait expérimenter tout ce qu'elle avait entendu ou lu, et elle voulait le faire fréquemment. J'avais anticipé, en tant que jeune marié, que nous aurions une activité sexuelle fréquente et passionnée. Cependant, je n'étais pas préparé à cet appétit sexuel nouveau chez Eddie. Cela se produisait chaque nuit, 2 fois, parfois 3, et de nouveau le matin avant de nous lever. Eddie était aussi proche d'une nymphomane qu'on puisse raisonnablement l'imaginer, et je faisais tout ce que je pouvais pour suivre son rythme. Un aspect du mariage restait inchangé. Eddie prenait toujours plaisir à taquiner. Qu'elle aille au travail, se promener ou assister à une fête, Eddie s'habillait pour provoquer. Elle aimait se pencher en avant et laisser, par inadvertance, les hommes entrevoir sa poitrine ou remonter sa jupe. Si elle dansait avec quelqu'un, il pouvait être certain qu'Eddie se collerait contre lui. Elle n'empêchait jamais personne de voler un baiser, de la peloter, ou de fantasmer de la mettre au lit. Du moins, pas avant le tout dernier moment. Au début, son comportement me rendait furieux. C'était une chose quand elle était célibataire, mais la sensation était complètement différente maintenant qu'elle était mariée. Nous avons eu plusieurs disputes assez désagréables lorsque je me suis énervé qu'elle se laisse peloter par un homme, mais elle balayait toujours cela d'un simple « Et alors, chérie ?» Tout ce que ça fait, c'est me chauffer, et après tu peux me refroidir. Oui, disais-je, jusqu'au jour où tu le feras avec le mauvais type. Un qui n'acceptera pas un non. Ne t'inquiète pas, chérie. Je peux me débrouiller. Au fil des années, j'ai cédé et je me suis contenté de la laisser faire ce qu'elle voulait sans protester. Cependant, en y repensant maintenant, je réalise que j'aurais probablement dû tenir bon et y mettre un terme. Tout le monde a une limite, et tôt ou tard, Eddie était destiné à aller trop loin. Bien que ni Eddie ni moi ne nous en rendions compte à l'époque, le pique-nique de l'entreprise s'est avéré être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour plusieurs des hommes avec qui elle travaillait. Eddie est arrivé à l'événement vêtu d'un débardeur à fines bretelles très court sans soutien-gorge et d'un short des Iduc. Et je suis raisonnablement certain qu'il n'y avait pas un seul homme valide qui soit resté insensible dans ce parc. Puisqu'il s'agissait d'un pique-nique sponsorisé par l'entreprise, j'avais été désigné comme chauffeur, ce qui permettait à Eddie de consommer un fût entier de bière sans se soucier de rien. Je ne suis pas particulièrement fan des jeux, mais quand Eddie est d'humeur taquine, elle devient vraiment joueuse. Tous les hommes célibataires, et quelques-uns mariés, étaient impatients de faire équipe avec elle pour diverses compétitions, course en brouette, course à 3 jambes et lancer de ballon. La course en brouette a été la première épreuve à laquelle Eddie a participé. À mi-parcours, alors qu'elle courait sur les mains, son sein gauche s'est échappé de son haut. Elle a demandé à son partenaire de ne pas s'arrêter et de terminer la course avec son sein ballant librement. Les femmes et les mères présentes dans la foule lui ont jeté des regards désapprobateurs, mais je peux vous assurer qu'aucun des hommes, moi y compris, ne semblait s'en offusquer le moins du monde. Ensuite, il y a eu la course à 3 jambes. La dernière ligne droite de la course descendait une pente, et Eddie et son partenaire ont trébuché en courant. Ils ont fini par dégringoler le long de la pente, enchevêtrés dans les bras l'un de l'autre. Ils ne se sont pas séparés une fois qu'ils ont arrêté de rouler, et de mon point d'observation, je pouvais les voir s'embrasser pendant que l'homme caressait la jambe de Eddie. Cela n'a duré que quelques secondes, mais c'est indubitablement arrivé. Dans la course au ballon d'eau, 2 personnes placent un ballon rempli d'eau entre leurs corps, soit poitrine contre poitrine, soit ventre contre ventre, et courent de la ligne de départ à l'arrivée sans le faire tomber ou éclater. Eddie et son partenaire n'ont pas progressé de plus de 5 mètres avant que leur ballon n'éclate, trempant le t-shirt de Eddie et créant un effet similaire à un concours de t-shirt mouillé. Eddie n'a pas cherché à se sécher ou à aller chercher un autre eau dans la voiture. Elle s'est contentée de se promener, laissant les hommes contempler sa poitrine à travers son t-shirt trempé et moulant à fines bretelles. Environ 1 heure avant la fin du pique-nique, alors que le crépuscule commençait à tomber, j'ai observé Eddie se diriger vers un bosquet d'arbres avec un homme.
Les arbres obstruaient la vue, mais environ 10 minutes se sont écoulées avant que Eddie n'émerge seul. Quelques minutes plus tard, l'homme est apparu, marchant avec une extrême prudence, précisément comme je l'avais fait la dernière fois que j'avais été frappé à l'aine. Sur le chemin du retour, je me suis enquis de ce qui s'était passé. Il est devenu agressif, a-t-elle dit, alors j'ai dû lui donner un coup de genou dans l'aine pour qu'il recule. Qu'est-ce que tu allais faire avec lui dans les bois, au juste? Rien. On se promenait et on discutait, c'est tout. Ouais, je vois ce que ça veut dire. Se promener, discuter, le taquiner et l'exciter. À l'époque, nous ne nous en sommes pas rendus compte, mais Eddie a fini par aller trop loin et a choisi le mauvais homme pour jouer. Ce soir-là, sa société organisait une soirée de Noël, et Eddie y assistait seul. J'avais glissé sur du verglas et m'étais sérieusement tordu la cheville. Pour ne rien arranger, j'avais l'impression d'avoir attrapé la grippe. Je n'étais pas ravi qu'elle y aille sans moi, mais elle a balayé mes inquiétudes avec un sourire sceptique. Je suis une grande fille, Brian. Je peux me débrouiller seule. Je me suis allongé sur le lit et je l'ai regardé enfiler des bas de nylon et un porte-jartelle, puis glisser dans une simple mini-robe de cocktail noire. Pour compléter sa tenue, elle portait un simple collier de perles et des escarpins noirs de 10 cm. Elle a fait un tour complet devant moi et a demandé « Comment je suis ?» Avant que je puisse répondre, elle a gloussé et a dit « Je vois bien que tu aimes ça. » Pauvre chérie. Je ne peux pas te laisser comme ça, a-t-elle dit avec un sourire, en s'agenouillant à côté du lit. Eddie savait comment remonter le moral de quelqu'un. Elle était inégalable dans ce domaine. Elle s'occupait des choses avec le même charme enjoué qu'il avait toujours défini. Cette fois, cependant, elle m'a surpris. Au lieu de sa retenue habituelle, il y avait quelque chose de malicieux, presque de mauvais dans ses yeux. Surpris par mon regard interrogateur, elle a gloussé et a dit « Peut-être que je vais demander à quelques gars de m'embrasser sous le gui. Tu crois qu'ils vont remarquer quelque chose ?» Eddie était parti, et j'ai pris un tas de médicaments et me suis endormi. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec besoin d'aller aux toilettes. L'horloge indiquait 3h27, et Eddie n'était pas dans le lit avec moi. J'ai bu mon cocktail de médicaments et j'ai fait le tour de la maison pour voir si elle était rentrée, mais elle n'y était pas. J'ai appelé l'hôtel où se déroulait la soirée, et ils m'ont dit que les derniers invités étaient déjà partis et qu'il ne restait que l'équipe de nettoyage dans la salle de bal. J'étais un peu inquiet, mais j'ai réussi à me convaincre d'attendre un peu plus longtemps avant de paniquer. Il y avait plusieurs raisons possibles pour lesquelles elle n'était pas encore rentrée. Peut-être qu'elle était sortie prendre un petit déjeuner matinal comme on le faisait après la fermeture des bars. Peut-être qu'ils ne voulaient pas que la soirée se termine et qu'ils étaient allés à une after-party ailleurs. J'ai repris une dose de médicaments et je me suis rendormi. À 7h15, le téléphone a sonné et m'a réveillé. C'était Eddie. « Je t'ai réveillé ?» a-t-elle demandé. J'ai marmonné que oui. « Je suis désolé, mon chéri. Je ne t'ai pas appelé hier soir parce que je ne voulais pas te réveiller, mais je pensais que tu serais peut-être levé maintenant et je ne voulais pas que tu t'inquiètes de ne pas me voir à la maison. J'ai trop bu à la soirée hier soir, et la femme de mon patron a pris mes clés et m'a forcé à prendre une chambre. Je ne me sens pas encore très bien, alors je vais prendre une douche et prendre un petit déjeuner avant de rentrer. Tu vas bien jusqu'à ce que j'arrive ? Je l'ai assuré que je pouvais attendre qu'elle rentre. Après cette nuit-là, tout a commencé à changer. Mais j'étais tellement occupé à régler des problèmes au travail que je n'ai rien remarqué pendant 2 semaines. Eddie a commencé à travailler tard 2 ou 3 fois par semaine. Parfois, elle partait au travail 2 heures plus tôt que d'habitude le matin, et à 3 reprises, elle m'a dit qu'elle devait travailler le samedi pour aider à l'inventaire. Ce qui a finalement attiré mon attention, c'est l'inventaire. J'ai déjà participé à des inventaires. On n'en fait pas une fois par semaine pendant 3 semaines. On s'y prépare, puis on les effectue tous en même temps, même si cela prend 2 ou 3 jours. Puis j'ai commencé à remarquer à quel point elle semblait anxieuse chaque fois qu'elle rentrait tard du travail. Notre vie sexuelle avait également changé. Elle est devenue moins fréquente, bien que pas moins intense, et j'ai commencé à me demander ce qui se passait. Il ne m'a jamais traversé l'esprit que c'était là les signes d'une femme possiblement infidèle. Du moins, pas jusqu'à ce que je ramasse une paire de sous-vêtements humides sur le sol de la salle de bain. Eddie est rentré tard du travail et a commencé à se déshabiller pour prendre une douche. Je suis allé dans la salle de bain pour utiliser les toilettes et j'ai vu ses sous-vêtements traîner sur le sol à côté du panier à linge. Elle avait dû jeter ses vêtements vers le panier, et la culotte avait atterri sur le sol.
Je l'ai ramassée pour la jeter, mais j'ai remarqué qu'elle était complètement trempée. Pas avec de l'eau, mais quelque chose de plus lourd, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai regardé ce que je tenais et j'ai immédiatement compris ce que c'était, et pour qu'elle soit aussi humide, ça devait être récent. Je l'ai laissée retomber sur le sol, je me suis dirigé vers les toilettes, je me suis assis, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai attendu que Eddie termine sa douche. L'eau a cessé de couler, la porte s'est ouverte et Eddie est sorti, cherchant une serviette. Je suis resté assis là à la regarder se sécher, puis j'ai pointé du doigt les sous-vêtements et j'ai dit, tu as raté ta cible. Sérieusement, Brian, tu aurais pu simplement les ramasser et les jeter dans le panier. Je les ai ramassés, Eddie. Je n'ai juste pas aimé ce que j'ai vu. Alors je les ai laissés tomber. Eddie se baissa pour les ramasser, et dès qu'elle les eut en main, son visage devint livide. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, non! Pourquoi, Seigneur, lui demandai-je. Tu crois qu'il va t'aider à te sortir de ça? Elle me regarda, visiblement bouleversée, murmura à nouveau, oh, mon Dieu, et sortit en courant de la pièce. Je me levai des toilettes, la suivis et découvris qu'elle s'était enfermée dans la chambre d'amis. J'étais en colère, mais pas assez pour aller défoncer la porte. Tôt ou tard, elle devrait sortir. Je suis tout de même allé au garage et j'ai débranché les câbles d'allumage des deux voitures, au cas où elle essaierait de s'éclipser pendant que je dormais. Ensuite, je suis allé au salon, j'ai regardé un peu la télévision et je suis finalement allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis levé et suis descendu préparer du café. J'ai entendu Eddie dans le garage, qui vidait la batterie en essayant de démarrer la voiture. Je me suis versé une tasse, je me suis assis et j'ai attendu de voir ce qu'elle ferait ensuite. Elle n'avait que deux options, rentrer dans la maison ou aller quelque part à pied. À moins qu'elle ne frappe à la porte d'un voisin pour demander à téléphoner, la cabine téléphonique la plus proche se trouvait à plus de 3 kilomètres. Quelques minutes plus tard, elle entra par la porte du garage, me vit assis à la table de la cuisine et s'arrêta. Elle resta silencieuse un instant avant de dire « Ma voiture ne démarre pas ». Pas étonnant. J'ai retiré le fil de la bobine. Pourquoi ferais-tu ça? Pour que tu ne puisses pas partir. Tu as peut-être envie d'éviter de m'affronter le plus longtemps possible, mais je veux en finir avec ça. Tu pourrais t'asseoir et me raconter ce qui s'est passé. Elle resta là, silencieuse, à me fixer pendant presque une minute entière, avant de finalement s'approcher et de s'asseoir à la table. Eddie était allé seul à la fête. Une fois qu'il fut clair qu'elle était seule et que je ne viendrais pas, un des hommes présents, le même qu'elle avait dû repousser autrefois, profita de la situation. Il a trafiqué sa boisson. Elle a perdu le fil de la soirée et a ensuite été emmenée dans une chambre d'hôtel où les choses sont allées trop loin, bien au-delà de tout ce qu'elle aurait accepté. L'homme est retourné à la fête et a commencé à se vanter, ce qui a attiré d'autres personnes. Au moment où Eddie commençait à reprendre conscience, elle réalisa qu'elle était devenue le sujet d'une attention qu'elle n'avait jamais voulu recevoir. Ce qui s'est passé cette nuit-là impliquait plus d'une personne, et certaines d'entre elles plus d'une fois. Un certain Darrell avait tout enregistré et lui avait montré la vidéo ensuite. Même si l'esprit d'Eddie avait été embrumé par ce qu'il y avait dans son organisme, son corps avait réagi d'une manière qui la déconcertait et la faisait honte. Au moment où elle a pleinement compris l'ampleur de ce qui s'était passé, il était trop tard. Sa voix lui avait été volée, et les conséquences avaient déjà dégénéré. Quand elle m'a appelé ce matin-là pour me dire de ne pas m'inquiéter, elle n'était pas en état d'affronter la vérité, ni moi. Dans la vidéo que Darrell a enregistrée, on pouvait la voir supplier quelqu'un de coucher avec elle. Elle en demandait plus, rampant même à quatre pattes sur le sol, désespérée. C'est alors que Darrell a annoncé son prix. Si elle ne voulait pas que je voie un jour une copie de cette vidéo, elle devait devenir sa maîtresse. Es-tu devenue sa maîtresse, demandai-je. Je ne pouvais pas te laisser voir cette vidéo, Brian. J'avais l'air d'une folle. Comme une obsédée, suppliant les hommes de me toucher. Tu n'aurais jamais cru que ce n'était pas mon choix. À la fin de la nuit, oui, on aurait dit que je le voulais. Mais tu ne pouvais pas voir sur les images que j'avais été drogué au début. Il n'a pas enregistré la partie où j'étais juste allongé là, à me faire utiliser. Seulement les parties où je réagissais. Alors après la fête, tu as couché avec Darrell? Eddie baissa les yeux vers la table et dit d'une voix faible et calme, avec lui et avec tout le monde. Il me l'a dit. Je restais là à la fixer, tandis qu'elle continuait à détourner le regard. Il montre la vidéo à ses amis, et parfois je dois distraire certains de ses clients les plus importants.
Au moins une fois par semaine, je dois être avec des hommes au bureau, sur son bureau. Il enregistre ça aussi. J'ai forcé Etty à me donner les noms de toutes les personnes dont elle se souvenait de la fête et de toutes celles avec lesquelles elle avait été impliquée depuis lors. Je suis allé au garage, j'ai rebranché le fil de sa voiture, j'ai démarré le moteur et je lui ai dit de partir. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore. »« Que devrais-je faire ?» ?»« Etty, tu as fait tes choix au début de tout ça, alors maintenant tu peux faire tes propres choix pour l'avenir. » Je suis sorti du garage et suis retourné dans la maison. Je me suis assis dans mon bureau, à fixer le mur, essayant de comprendre ce que je devais faire. La seule chose à laquelle je pouvais penser était de raconter aux autres ce qu'Etty avait fait. Mais plus j'y pensais, plus je me demandais, et alors ? Je savais déjà que la seule personne qui souffrirait vraiment une fois que tout cela serait révélé serait Etty. Et à ce moment-là, je n'avais aucune sympathie pour elle. Cette pensée m'a aidé à prendre ma décision. J'ai appelé un ami qui travaillait comme détective au commissariat de police local. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé conseil. Il m'a dit qu'il allait y réfléchir et me rappeler. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison était tendue. J'évitais de parler à Etty, et quand elle tenta d'initier un rapprochement, je me détournais d'elle. Le lendemain matin, Etty dit « Je suis censé finir tard aujourd'hui. Qu'est-ce que je devrais faire ?» Je te l'ai dit hier, Etty, tu prends tes propres décisions. Si tu n'es pas là ce soir, je saurai laquelle tu as prise. J'aurais souhaité que les choses se soient passées différemment, car j'aurais vraiment aimé savoir quel choix elle aurait fait. Mais à 10 heures du matin, le jour même, mon ami détective et son partenaire se présentèrent sur le lieu de travail de Etty. Ils parlèrent d'abord à son patron, puis lui demandèrent de désigner Daryl devant tout le monde au bureau. Ils informèrent Daryl qu'ils étaient en possession d'un mandat d'arrêt à son encontre, invoquant des accusations de viol, de proxénétisme et d'environ une demi-douzaine d'autres infractions. Après lui avoir lu ses droits et lui avoir passé les menottes, John ordonna à son partenaire d'escorter Daryl à l'extérieur et de le sécuriser à l'arrière de la voiture de patrouille. Ensuite, John remit au supérieur de Etty une liste de noms, lui demandant de réunir toutes les personnes mentionnées dans un lieu central pour une discussion à venir. Vous êtes tous conscients de la situation actuelle, et chacun d'entre vous pourrait potentiellement se retrouver dans la situation de Daryl. Vous étiez au courant de ses actions ce soir-là, ainsi que de son comportement ultérieur. De plus, chacun d'entre vous a joué un rôle contributif, vous rendant ainsi passible de poursuites pénales. Cependant, mon objectif principal n'est pas de vous poursuivre, je me concentre sur Daryl. J'ai une forte aversion pour les individus qui droguent des femmes et les exploitent ensuite. Mon désir de l'appréhender est si profond que je suis prêt à fermer les yeux sur l'implication du reste d'entre vous, à condition que vous me fournissiez des déclarations signées détaillant les actions de Daryl et la manière dont il a impliqué chacun d'entre vous. Bien sûr, c'était un stratagème. Si quelqu'un avait demandé une représentation juridique, l'entreprise aurait pris fin. Cependant, leur désespoir collectif de se dissocier de la situation était tel qu'ils se bousculèrent presque dans leur empressement à saisir des stylos et du papier. Par la suite, John rassembla toutes les déclarations, s'approcha du véhicule de police et engagea une conversation avec Daryl. Il l'informa que Etty portait plainte et lui présenta ensuite tous les témoignages signés. Daryl, si les accusations que je viens d'énoncer n'étaient pas suffisamment graves, vous pourriez vouloir considérer ceci, plusieurs des clients que vous avez fait divertir à Etty venaient d'autres États, un facteur qui pourrait potentiellement impliquer les autorités fédérales. Cependant, il existe un moyen de vous sortir de cette situation, à condition que vous ayez l'intelligence de le saisir. Etty attendait mon arrivée quand je suis rentré à la maison ce soir-là. Comment as-tu pu me soumettre à ça? Comment as-tu pu m'humilier devant tous mes collègues? Comment suis-je censé y retourner et les affronter maintenant? Cela ne devrait pas poser de problème. Ils étaient suffisamment heureux d'avoir des relations sexuelles avec toi auparavant. Pourquoi ne seraient-ils pas disposés à le faire à nouveau? Continue simplement à les flatter, et ils resteront perpétuellement tes amis. Tiens. Ceci est pour toi. Je lui présentai un contenant en carton. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il contient tous les enregistrements que Daryl a créés. Et $8 000 en espèces. La commission qu'il a reçue pour t'avoir prostitué à ses clients. Considère ça comme mon offrande d'adieu. Offrande d'adieu? Qu'est-ce que ça implique? Ça signifie la fin de notre relation. Tu ne peux pas faire ça, Brian. Je suis amoureuse de toi.
Mes actions étaient uniquement motivées par le désir de te garder. Non, Hetty, si tu m'avais vraiment aimé, tu m'aurais confié la vérité sur les événements qui se sont produits. Tu m'aurais fait confiance pour reconnaître que tu n'avais aucune culpabilité. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Tu portais une part de responsabilité. Je t'ai averti pendant plusieurs années que ton comportement de séductrice finirait par avoir des conséquences néfastes, mais c'est sans importance. Si tu m'avais vraiment aimé, tu m'aurais fait confiance. De mon point de vue, étant donné ta sensualité inhérente, ce résultat était inévitable. De plus, malgré son commencement peu propice, tu as finalement tiré du plaisir de l'expérience. Tu as perçu le chantage de Darrell comme un moyen d'explorer des relations avec d'autres hommes tout en ayant une justification en cas de découverte. Peut-être que mon évaluation est erronée, mais même si elle l'est, c'est sans conséquence. Mon principal souci est que ton affection pour moi était insuffisante pour engendrer la confiance. Et je suis incapable de coexister avec cette réalité. Je me levai et propulsai le contenant à travers la table dans sa direction. Mon représentant légal vous contactera, dis-je, avant de quitter la maison, la laissant assise seule à la table de la cuisine.